Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire Comment sélectionner ses fournisseurs avec des critères RSE organisé par la Chambre de commerce et d'industrie Grand Est avec le soutien de Climaction. On ne le dira jamais assez, Climaction, c'est le programme de soutien financier mis en place par l'ADEME et la région Grand Est en faveur de la transition écologique et énergétique et en partenariat avec le CNA, le Conseil national des achats. Je vais commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore, même si on fait quand même beaucoup de webinaires et on a des fidèles qui sont là aujourd'hui. Donc Christelle Richy, je fais partie d'une équipe Grand Est, qui accompagne les entreprises, sur les thématiques d'efficacité énergétique, énergie renouvelable, efficacité matière et adaptation au changement climatique. J'accompagne les entreprises depuis plus de 20 ans, initialement dans le domaine bancaire et depuis 12 ans au sein de la CCI. Et je suis plus particulièrement en charge d'optimisation de la gestion des déchets, notamment des industriels, d'économie circulaire, achat durable et adaptation au changement climatique. Donc aujourd'hui, au-delà des contraintes réglementaires qui incitent les entreprises à se lancer dans des démarches de responsabilité sociétale, euh, les achats ont un rôle majeur à jouer justement dans ces démarches RSE. Donc, les achats aujourd'hui, ça représente en moyenne 60 à 65 du chiffre d'affaires d'une entreprise, donc qui constitue un véritable levier efficace, vous le comprendrez, pour relever les enjeux RSE. Comment est-ce que vous pouvez vous assurer que vos fournisseurs actuels ou à venir répondent à vos attentes en termes de performance environnementale, sociétale, sociale, éthique? C'est tout ce que nous allons découvrir pendant cette heure ensemble grâce à l'intervention donc de notre experte Laurence Alençon-Coma et grâce au retour d'expérience d'une entreprise du Grand Est donc, qui se nomme Hartmann. Nous sommes nombreux, vous étiez une 162 même exactement inscrits. Du coup, vos caméras et vos micros sont coupés. Pour autant, vous pouvez interagir tout au long du webinaire par l'intermédiaire d'un volet chat, questions que vous avez en haut à droite de votre écran. Nous avons dédié un temps d'échange de questions-réponses à la fin de ce webinaire. Et si jamais nous avions pléthore de questions et qu'on n'avait pas le temps d'y répondre, ne vous inquiétez pas, on reviendra individuellement vers vous pour répondre à tous vos questionnements. Alors avant d'entrer complètement dans le vif du sujet, pour comprendre aujourd'hui où vous en êtes, entreprise du Grand Est, et puis pour aider aussi Laurence dans son intervention, nous aimerions savoir aujourd'hui comment vous jugez votre niveau de maturité sur les achats responsables. Je vais vous passer donc des questions d'un sondage. Vous aurez, allez, on va se laisser une petite minute pour pouvoir y répondre. Voilà, le sondage est lancé. Est-ce que vous ne maîtrisez pas du tout ce sujet d'ailleurs de quoi est-ce qu'on parle? Vous vous posez la question. Vous connaissez, vous maîtrisez le sujet, mais vous pensez que vous ne faites rien en ce sens. Vous connaissez, vous commencez à mettre des actions en place, ou alors vous êtes déjà avancé, votre entreprise a mis en place une politique d'achat durable. Vous êtes charté RFAR, pour ceux qui ne connaissent pas, Relations fournisseurs achat responsable, ou alors vous êtes très engagé sur le sujet, votre entreprise est même labellisée RFAR. Vous êtes allez, une petite quarantaine de pourcents à avoir voté, on va attendre encore quelques secondes. Voilà, vous êtes 80% à avoir voté, ça s'est stabilisé, donc je vous partage les résultats de ce sondage. Donc vous êtes 8% à ne pas connaître le sujet, 33% à connaître mais à penser ne rien faire, 42% à avoir commencé à mettre des actions en place, 13% où les actions sont déjà bien engagées et 4% les actions pour le coup sont très engagées. Merci. Et un second sondage que je vous mets donc également à l'écran pour savoir si aujourd'hui vous avez mis en place des critères RSE dans vos questionnaires. Alors si vous avez des questionnaires fournisseurs, donc non, il n'y a aucun critère RSE mis en place. Oui, on les interroge, on les questionne. On n'utilise pas forcément ces réponses. Et oui, ce sont des critères de sélection aujourd'hui dans vos entreprises et dans vos choix par rapport à vos achats.
On va attendre encore quelques secondes. Voilà, pareil. Non, ça bouge encore, il y en a encore qui votent. On va attendre un petit peu. C'est tout bon. Je vous partage maintenant les résultats. Donc là, c'est disparate. Vous êtes 46% à n'avoir aucun critère. J'ai fait une faute d'orthographe, j'ai mis un S, excusez-moi. Donc aucun critère RSE mis en place pour 46% d'entre vous. Oui, vous interrogez vos fournisseurs pour 38% et pour 17%, vous les interrogez et ce sont des critères de sélection. Merci beaucoup à tous pour votre participation. Et maintenant, je vais passer donc la parole à Laurence, qui va maintenant faire son intervention. Je partage également son support. Support d'ailleurs pour information que nous vous enverrons donc à l'issue de ce webinaire avec le lien également vers le replay. Laurence, c'est à toi. Merci beaucoup, Christelle. Merci à tous pour votre participation et cette présentation sur justement donc les évaluations fournisseurs et comment mettre en place et quels critères RSE mettre en place. Tout cela pour en faire un levier de performance des entreprises. Au cours de ce webinaire, donc, nous allons voir différents sujets. Tout d'abord, quel rôle vont jouer les évaluations fournisseurs dans la performance de l'entreprise? Pourquoi évaluer ses fournisseurs et sous-traitants? Comment construire une méthodologie efficace avec les différents niveaux d'analyse? Tout cela pour donc améliorer la proposition de valeur en utilisant au mieux les évaluations des fournisseurs. Je me présente rapidement. Donc, je suis donc Laurence Alençon. J'ai fondé mon cabinet Kianit Conseil il y a maintenant quelques années et j'aide à développer les organisations achats. Avec un réseau d'experts partenaires, nous intervenons sur 4 leviers. Tout ce qui va être en lien avec les stratégies, l'organisation, le pilotage et les processus achats, la mise en place de l'Inagile Procurement également. Nous travaillons sur tous les leviers de suivi de la relation contractuelle avec donc l'aspect contract manager, la prise en compte des risques et donc tout le volet RSE sur aussi bien la partie management, cartographie des risques et un volet également sur la dimension comportementale des équipes avec un axe formation, engagement au changement, des séminaires, du team building et également un volet recrutement pour aider les entreprises en fait à mettre en place et à trouver les bonnes personnes et les mettre aux bonnes places. À titre d'information, je suis certifiée Risk Manager. Je suis également formatrice et auditrice auprès de l'AFNOR et auditrice dans le cadre de la labellisation Relations fournisseurs achats responsables. J'interviens également en tant qu'experte auprès de BPI France pour les entreprises. Donc, différents types de missions, missions de conseil, formation, audit et des missions de directrice achat à temps partagé ou de manager de transition. Voilà en ce qui me concerne. Et juste pour information, je suis basée dans l'Est, mais dans le sud de la France, à côté de Nice. Mais j'interviens partout en France. Alors, lorsque l'on parle de performance de l'entreprise, 3 volets, 3 pans en fait à prendre en compte. On a la performance économique, la performance opérationnelle de l'entreprise et tout le volet performance comportementale avec un rôle de l'acheteur, on le verra, qui a quand même bien évolué ces dernières années. La performance de l'entreprise, elle évolue en fait dans un environnement de plus en plus complexe, lié à l'externalisation des transactions, où les entreprises en fait veulent se… Christelle, si tu peux juste passer au slide suivant. Voilà, merci. Donc, lié à l'externalisation, puisque les entreprises veulent se recentrer sur leur cœur de métier, et un environnement lié à la mondialisation. Les données que vous connaissez, en effet, les achats représentent à peu près 65% du chiffre d'affaires des entreprises en fonction des secteurs d'activité. Des échanges de plus en plus complexes liés à la perturbation des chaînes d'approvisionnement, c'est ce qu'on connaît et ce qui s'est renforcé encore ces 4 dernières années. Et une responsabilité de la fonction achat
enclenchée par une réglementation de plus en plus poussée et en lien avec une stratégie d'entreprise. Donc, le rôle de l'acheteur et la fonction achat est devenu vraiment un levier clé dans le cadre de l'amélioration de la performance des entreprises. Alors, tout cela, bien, comment on va utiliser justement l'évaluation des fournisseurs? Quel rôle donner à cette action dans justement la stratégie de l'entreprise? Donc, la gestion de la relation des fournisseurs est l'un des principaux enjeux qui sont relevés par les services achats. La mise en place en fait d'un processus d'évaluation structuré et réfléchi représente un véritable levier clé pour gagner en efficacité. Et pour cela, bien, il faut mettre en œuvre une stratégie qui va être propre à votre activité et en même temps une démarche constructive avec les fournisseurs. Donc, quand on va évaluer, et pourquoi évaluer les fournisseurs et à quel niveau on va évaluer les fournisseurs? Bien, on va les évaluer d'un point de vue individuel. On va aller chercher leurs performances individuelles. Les fournisseurs doivent répondre à des exigences attendues. On va vérifier leur capacité à atteindre un résultat, à s'assurer en fait que les missions sont bien réalisées et que les engagements contractuels qui ont été pris sont bien assurés. Et puis, on va les évaluer également d'un point de vue plus global à travers l'analyse du panel sur un secteur d'activité, sur le segment d'achat, en identifiant eh bien, le nombre, la qualité, la performance, la diversité et les risques liés à ce référentiel. Donc, un double angle d'analyse d'un point de vue individuel et d'un point de vue panel. Alors, les enjeux de l'évaluation des fournisseurs, c'est de pouvoir construire une base de données fiable, de gérer et d'anticiper les risques liés à cette relation ou les risques liés à ce segment d'achat, de pouvoir établir un partenariat pérenne avec nos fournisseurs et donc de s'inscrire dans une démarche achat responsable. Pour cela, donc, il faut bien avoir en tête que chaque fournisseur a ses propres objectifs et que les acheteurs vont devoir s'assurer qu'ils accomplissent les missions et qu'ils atteignent les objectifs. Et en même temps, les acheteurs vont pouvoir interpeller aussi leurs fournisseurs pour qu'ils puissent se faire une auto-évaluation. Christelle? Merci. L'objectif de ces évaluations, donc aussi bien les évaluations réalisées par les acheteurs que les auto-évaluations réalisées par les fournisseurs, doivent permettre justement d'évaluer et de partager la performance des fournisseurs. Ces évaluations et ces partages, et j'insiste sur le partage, ces deux éléments vont être source en fait d'engagement de la part des différentes parties, aussi bien en interne qu'en externe. Ça va être l'occasion de mettre en œuvre et de déclencher des opportunités, permettre à l'entreprise de progresser et de mettre en place en fait une relation basée sur l'écoute et sur les échanges. Donc on voit que ces enjeux en fait nous entraînent à construire une méthodologie efficace et on rejoint donc la notion de responsabilité sociétale des entreprises. Cette notion s'impose aujourd'hui partout, donc la question n'est plus de savoir pourquoi on s'y intéresse, mais comment on va s'y intéresser, comment on va déployer en fait une telle stratégie dans les achats. Donc, il y a quand même un certain nombre de personnes parmi vous donc, qui sont au fait de ces éléments. Donc, les achats responsables, on va appliquer les piliers de la RSE à la fonction achat en ayant en tête donc, les trois volets, le volet économique, le volet environnemental et le volet social. Dans le volet économique, eh bien, ça va être la prise en compte de l'ensemble des coûts sur le cycle de vie, la réalisation en fait de gains pertinents. Dans tout le volet environnemental, on va se poser des questions par rapport à acheter des biens, des services respectueux de l'environnement, économes en ressources ou en énergie et producteurs en fait de peu de déchets. Et d'un point de vue social, bien des achats à impact positif sur le territoire de l'entreprise, notamment sur l'emploi, sur l'insertion et des achats respectueux des droits de l'homme et sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.
Donc, tous ces éléments ont pour point de repère la norme 20400, donc la norme sur les achats responsables, qui est une norme de recommandation, dans l'idée qu'une organisation ne peut atteindre pleinement ses objectifs de responsabilité sociétale sans engager ses chaînes d'approvisionnement. Donc, la norme a défini l'achat responsable comme étant un achat dont les impacts environnementaux, sociaux et économiques sont les plus positifs possibles sur la durée du cycle de vie et qui aspire à réduire le plus possible les impacts négatifs. Donc, voilà un petit peu pour le cadre. Donc, cette norme de recommandation s'articule autour de 7 questions centrales qui sont la gouvernance, les droits de l'homme, les relations et les conditions de travail, les questions relatives à l'environnement, à la loyauté des pratiques, questions relatives aux consommateurs, ainsi que tous les points en lien avec les communautés et le développement local. Donc voilà pour le cadre des achats responsables, de la norme, des points et des questions autour desquels toute la réflexion sur la stratégie achat, sur le choix et la sélection des fournisseurs, on va s'appuyer sur ces différentes questions. Lorsqu'on met en place une démarche d'achat responsable, il y a différentes étapes. Identifier les référents, former les collaborateurs, connaître les impacts des achats pour la RSE, identifier les familles prioritaires, mettre en place les premières actions, intégrer la RSE dans le processus achat, communiquer et partager. Donc, ce qui nous rejoint aujourd'hui, ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est cette fameuse question de comment on intègre la RSE dans le processus et notamment dans l'étape de sourcing. Bon, ici, j'ai rappelé les grandes étapes du processus, à savoir l'établissement d'un cahier des charges, l'établissement d'un besoin, le sourcing, la consultation, dépouillement, négociation, contrat, suivi, paiement, fournisseur. Donc, dans une approche traditionnelle, en ce qui concerne le cahier des charges, on va travailler sur des enjeux business, des enjeux techniques. Et dans une approche achat responsable, on va introduire au niveau du besoin et du cahier des charges, on va se poser des questions sur les enjeux RSE. En termes de sourcing, pareil, on est en général porté par les critères classiques QCD et des critères business. Donc là, on va introduire des critères RSE. Au niveau de la consultation, dans l'appel d'offres, on va avoir une consultation simplifiée. On va essayer en tout cas d'avoir une consultation simplifiée et transparente qui va être partagée avec l'ensemble des parties prenantes, aussi bien nos prescripteurs en interne que nos fournisseurs. Au niveau du dépouillement et de la négociation, au-delà du triptyque QCD, on va aller chercher justement nos autres critères, en particulier le TCO, mais également les plans de progrès qui peuvent être proposés par les fournisseurs. Ensuite, dans le cadre de la mise en place du contrat, on va établir des relations équilibrées et suivi paiement, on va suivre justement nos indicateurs, le paiement, et pour ça, on va mettre en place nos indicateurs RSE. Donc, dans la phase d'évaluation des fournisseurs et de sourcing des fournisseurs, donc on est sur un schéma classique, on va dire, d'optimisation du sourcing et de sélection des fournisseurs, sauf qu'à travers toutes les étapes, on va avoir en tête nos fameux critères, nos fameuses questions qui tournent autour des 7 points de la norme et on va baser nos réflexions à chacune des étapes en ayant vraiment en tête ces 3 piliers de la RSE. Donc, aussi bien sur la phase de recherche des fournisseurs potentiels où on va mettre en place de l'information, de la veille, on va suivre l'actualité, la géographique, les évolutions politiques. Au niveau de la RFI, donc c'est là où on va introduire nos fameuses questions RSE en lien avec les enjeux de l'entreprise en fonction du secteur d'activité et en fonction des secteurs et des segments d'achat. On va, avec nos parties prenantes internes, construire les cahiers des charges, les éléments de consultation et les attentes en fait des uns et des autres. On va ensuite passer à la phase d'analyse où là, sur la base de nos critères de sélection et la pondération, on va expliquer aussi aux fournisseurs les différents critères, les différentes pondérations. Et puis, on va pouvoir vérifier l'ensemble de ces éléments sur la base d'informations, d'audits, en s'appuyant sur des tiers, sur des labels, etc. Donc, le processus, c'est le processus classique, mais à chacune des étapes, bien avoir en tête
les questions centrales de la norme 20400 et ces fameux critères, ces idées RSE en lien et spécifiques aux enjeux. Alors justement, la question, c'est quels enjeux pour quels critères? Eh bien, on peut avoir des enjeux réglementaires liés à la loi Sapin 2, à la loi sur le devoir de vigilance, la loi AGEC pour l'économie circulaire, des labels, des normes. On peut avoir des enjeux en lien avec la sécurisation de la chaîne d'approvisionnement. On va construire notre cartographie des risques en fonction de situations à risque ou de développement local. On peut avoir des enjeux de performance, de compétitivité, d'innovation, de différenciation, de gains économiques, de coût global, d'économie des ressources. On peut avoir des enjeux d'image de marque employeur. Et puis, on peut avoir des enjeux liés au bilan carbone et à l'évolution et à la réglementation en ce qui concerne le scope 3. Donc, par rapport à ces enjeux, eh bien, c'est là où on va identifier des critères spécifiques. Donc, dans la construction de notre méthodologie, on va mettre en place ces critères, ces indicateurs qui doivent être représentatifs et factuels. On va ensuite établir notre grille de notation avec des consignes claires qui vont être partagées aussi bien avec les parties internes que les parties externes. Et ensuite, on va avoir une phase de dépouillement et de transparence sur les résultats des uns et des autres. Donc, ce qu'il faut bien avoir en place en tête dans cette méthodologie, c'est qu'au-delà des indicateurs classiques et pertinents que l'on connaît, eh bien, ça va être l'introduction de critères RSE. Et au-delà de critères type charte, rapport extra-financier, label, notation, etc., eh bien, ça va être l'introduction d'autres critères spécifiques au segment d'achat. En effet, on ne va pas évaluer sur les mêmes critères un fournisseur d'équipement, un fournisseur de conseils en informatique ou un sous-traitant en génie civil. Donc, à titre d'exemple, je vous ai proposé deux exemples de critères que l'on peut mettre en place. Par exemple, dans le cadre d'une consultation pour un marché de prestations de nettoyage, donc au-delà des critères classiques objectifs, on va pouvoir utiliser la cartographie des risques du segment d'achat. C'est un segment d'achat sur lequel on a des risques en matière sociale, éthique et environnementale. Et à titre d'exemple, par exemple, on va pouvoir interroger les fournisseurs sur leurs pratiques et l'éthique, notamment sur les conditions de travail illégal, les personnes en insertion ou en situation de handicap. Sur des critères liés aux conditions de travail, on va pouvoir interroger le fournisseur sur ses pratiques en matière d'horaires décalés, de gestion du travailleur isolé, sa politique de rémunération ou de temps partiel. On va pouvoir mettre en place des critères liés à l'enjeu de santé et sécurité, notamment sur les produits qui sont utilisés, sur les formations gestes et postures des collaborateurs, sur un autre aspect qui va être la gestion des déchets, la gestion des produits en fin de vie. On va pouvoir interroger le fournisseur sur l'utilisation de consommables à usage unique, sur les rejets des effluents dans les réseaux, sur le tri des déchets. Donc, en fonction du secteur d'activité, on va choisir en fait des critères pertinents par rapport aux risques qui peuvent être engagés ou en tout cas aux pratiques qui sont utilisées par le fournisseur ou le sous-traitant en fonction de son secteur d'activité. Un autre exemple sur une consultation pour un marché de machines industrielles. Donc, de la même façon, une fois que vous avez établi, par exemple, la cartographie des risques sur ce segment d'achat, vous allez voir que vous avez un certain nombre de risques en matière environnementale, sociale et éthique. Et là, pareil, on va pouvoir interroger le fournisseur sur ses pratiques éthiques, notamment sur le respect de réglementations, de normes, sur les conditions de travail sur les sites de fabrication. En ce qui concerne l'utilisation des ressources naturelles, on va pouvoir mettre en place des indicateurs sur les matières premières utilisées, les modes d'extraction, les énergies nécessaires à la fabrication, des questions en lien avec la maintenance et l'obsolescence des équipements, sur la disponibilité des pièces détachées. On peut également l'interroger sur tout ce qui va être en lien avec les émissions de gaz à effet de serre à toutes les étapes du cycle de vie, et puis un volet également sur la gestion des déchets
et des produits en fin de vie, notamment la gestion des D3E, la recyclabilité des équipements, le démantèlement qui pourrait être difficile en fin de vie de certains équipements. Donc, vous voyez qu'en fait, en fonction des segments d'achat, on a des critères qui vont être différents et qui doivent être pertinents. Et c'est ça ce qu'il va falloir mettre en place, c'est pouvoir passer à l'action en motivant et en engageant les parties prenantes internes et externes. On va donc, adapter en fonction des enjeux des segments d'achat les critères et on va communiquer, partager et valider ces critères avec nos parties prenantes. L'objectif de toute façon, à travers cette évaluation, c'est de ne pas se tromper de partenaire, aussi bien pour nous que pour le fournisseur. Alors, après, on va avoir en matière d'achat responsable l'explication de cette fameuse consultation. Donc là, on est sur les volets classiques d'une RFQ, à savoir une lettre d'accompagnement, les spécifications des besoins, les éléments particuliers. Avoir bien en tête ce fameux partage du déroulé, des éléments qui sont attendus, des critères qui sont utilisés, de la façon dont, les poids qui vont être utilisés pour chacun des critères. L'idée, c'est de vraiment partager et d'avoir un échange, encore une fois, en interne et en externe, de façon à ce que derrière, le dépouillement et l'analyse des offres soient pleinement partagés et que le choix des fournisseurs soit fait en partenariat avec nos prescripteurs en interne, la fonction achat, tout ça, bien évidemment, dans l'objectif pour répondre en fait aux enjeux et à la stratégie de l'entreprise. Il va falloir bien évidemment ensuite formaliser le dépouillement. Là encore, une étape à clarifier. Il m'arrive encore d'accompagner des entreprises pour lesquelles en fait le dépouillement, l'analyse, le cahier des charges, en fait toute la partie consultation est faite en autonomie quasiment par des équipes achats et il y a un manque en fait de partage et de compréhension par les parties prenantes et par ensuite les personnes qui vont utiliser les produits ou les services. Donc l'objectif de formaliser le dépouillement, c'est pouvoir faciliter la comparaison, d'objectiver le choix du fournisseur, de partager, de tracer et de communiquer, et en fait de continuer à s'améliorer au fur et à mesure des consultations et que l'on va avancer dans la relation avec nos fournisseurs et avec nos parties prenantes internes par rapport à l'évolution des besoins. Alors, par rapport à ça, on va avoir différents niveaux d'analyse. Une fois qu'on a établi des critères RSE, on va se poser on va, dans le choix de ces critères, se poser la question, est-ce que ça va être des critères rédhibitoires? Est-ce qu'on est juste sur des niveaux d'information? Comment on va pondérer ces critères? Et on va donc établir des grilles de notation par rapport aux critères et fournisseurs. Par exemple, on peut très bien se retrouver dans des consultations où on va clairement afficher le fait que l'offre technique va être basée sur 60% de la notation, l'offre commerciale 25% et les critères RSE 15%. Donc tout cela va dépendre en fait, cette pondération de vos enjeux, du segment d'achat, de la maturité de votre marché par rapport à ces différents éléments et justement l'analyse en fait est individuelle de vos fournisseurs et en fonction de votre panel sur votre segment d'achat. Quels outils on va mettre en place? Eh bien, on va mettre en place des questionnaires, des entretiens, des audits sur site, mais également des outils d'auto-évaluation et pour suivre tout cela, des KPI. Alors, il y a une étude de l'OPSA en 2022 qui montrait les différents outils d'évaluation et de suivi des fournisseurs qui étaient utilisés par les entreprises. On voit qu'à 67% pour les entreprises privées, donc ce sont des grilles, des questionnaires, des plateformes d'évaluation qui sont utilisées. Ce sont également des clauses RSE dans les contrats qui sont mis en place. Ensuite, pour 32% d'entreprises privées, il s'agit d'audits environnementaux. 31%, on trouve des audits sociaux. On a également, pareil, 27% des visites RSE qui sont réalisées par des équipes internes, des procédures d'alerte également. Donc là, on a tout un panel d'outils qui tournent entre 30 et 20% qui sont mis en place par les entreprises. Donc, on voit deux outils importants, des grilles, des questionnaires, des plateformes d'évaluation. Justement,
à titre d'information, quels sont les critères que l'on peut mettre en place pour choisir une plateforme externe d'évaluation. Donc, une grille d'évaluation, soit vous pouvez la construire en interne, mais c'est vrai que ça demande un petit peu de temps, un peu de ressources et de connaissances, soit vous pouvez utiliser des plateformes externes d'évaluation RSE. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est comment choisir ces plateformes. Donc, c'est d'analyser le périmètre géographique que vous ouvre la plateforme, les différents segments d'achat qui sont couverts ou les typologies de fournisseurs. La couverture d'investigation, à savoir quelles sont les typologies des risques, le nombre de critères qui sont pris en compte. La nature des données, leur lisibilité et la comparabilité des offres, des données, pardon. Est-ce qu'on est sur des données déclaratives? Est-ce qu'on est sur des preuves? Ensuite, ça va être l'exploitation et l'intégration de ces données dans vos outils existants, vos outils d'e-sourcing, vos outils d'e-procurement, ou alors encore vos systèmes de vos SRM. Et puis, le dernier critère, pour ma part, c'est le niveau d'accompagnement ou d'autonomie dans la mise en place effective de cet outil et par rapport à votre organisation et à vos ressources. Deuxième outil, ça va être l'auto-évaluation des fournisseurs. L'auto-évaluation des fournisseurs, c'est un outil qui est intéressant parce que ça permet d'engager les fournisseurs dans ces démarches-là, de les impliquer. On sait qu'on est sur une chaîne d'approvisionnement et une chaîne de valeur. Et c'est toujours intéressant que les uns et les autres, en fait, s'approprient aussi ces démarches. Donc, l'outil d'évaluation, c'est quelque chose de très formateur et engageant. Ça permet donc aux fournisseurs d'évaluer ses propres connaissances et compétences par rapport aux différents sujets et aux questions RSE, aux différents critères. Ça l'amène à réfléchir sur sa façon de travailler et ça lui permet de prendre conscience de son propre potentiel. Donc ça aussi, ça peut faire partie des outils. Et puis ensuite, pour suivre, bien évidemment, les KPI, ça c'est classique, pour suivre la mesure de la performance et la mesure de l'engagement. Donc, l'idée, c'est vraiment, en tant qu'entreprise, d'améliorer sa proposition de valeur, d'utiliser justement les évaluations fournisseurs comme un levier pour s'améliorer soi-même. Et on voit bien qu'en fait, cette mesure de la performance, donc, elle doit être co-construite en interne et avec nos fournisseurs pour que les fournisseurs soient engagés et impliqués dans cette réponse. Et puis, elle va être aussi bidirectionnelle. Il ne faut pas perdre de vue qu'on est vers un bouleversement des rapports et que la relation acheteur-fournisseur change. Et que si on met justement une méthodologie, une évaluation fournisseur pertinente avec des critères qui vont être vraiment en lien avec le segment d'achat, le secteur d'activité, la maturité et les enjeux de nos fournisseurs et nos enjeux, eh bien, on va pouvoir améliorer la qualité de la relation avec nos fournisseurs, on va améliorer notre plan de performance, on va évaluer le fournisseur, donc ça va nous permettre en fait de voir ses marges de progrès, mais on peut aussi aller vers une double évaluation, à savoir le fournisseur qui évalue le client. Et là, on va tendre en fait vers un des axes, notamment que l'on retrouve dans le label Relations fournisseurs achat responsable, à savoir le volet écoute active de la voix des fournisseurs. Et cette évaluation des fournisseurs va nous permettre également de nous améliorer sur toute notre démarche et tout notre processus achat. Donc, où en sommes-nous aujourd'hui? Donc, on l'a vu dans le secteur privé, 67% des donneurs d'ordre réalisent des campagnes d'évaluation RSE par questionnaire, d'auto-évaluation ou par un tiers de confiance. 30% ont recours aux audits sur site. Donc, ça, c'était l'étude Obsar 2022. Où en sommes-nous également? 70% des fournisseurs soulignent la pertinence des sollicitations RSE compte tenu de leur contexte et de leurs enjeux business, contre 62% en 2020, que parmi l'ensemble des sollicitations, c'est l'évaluation extra-financière qui est la modalité qui connaît la plus grande évolution. 33% des fournisseurs indiquent être sollicités de cette manière. Donc, on voit bien que même les fournisseurs soulignent la pertinence des sollicitations, 70%, mais pour ça, il faut quand même qu'elles soient justement adaptées au secteur d'activité et avec des critères en lien avec les risques associés.
Où en sommes-nous également? Eh bien, 46% des fournisseurs répondants déclarent que toutefois, les clients ne reconnaissent pas toujours leur performance RSE à travers le maintien de contrats ou l'obtention de nouveaux marchés. 70% ne voient pas la performance RSE valorisée au travers du prix de vente de leurs produits ou services. Donc, je pense que ça, ces éléments en fait d'enquête sont intéressants pour nous amener, nous, en tant que fonction achat, à réfléchir à comment impliquer au mieux justement nos parties prenantes internes, les critères, le choix des critères. On a beaucoup plus de réponses lorsque les critères sont pertinents et adaptés au secteur d'activité et que cela est construit, co-construit, expliqué et partagé de façon à ce que les uns et les autres en fait puissent s'améliorer dans leur processus et qu'on puisse en fait en faire un véritable levier de performance. Voilà, écoutez, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Moi, j'en ai fini pour mon intervention. Si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus, vous avez mes coordonnées. Puis, de toute façon, on est là encore pour un petit moment. Donc, je serai ravie de pouvoir répondre à vos questions. Merci Laurence. Hop, je change de support. Et je vais passer la main à Cécile. Cécile, est-ce que vous êtes bien connectée? Bien connecté. C'est bien, Bonjour. merci. Est-ce que j'ai besoin de vous passer la main pour un support ou pas? Ou est-ce qu'on y va en mode échange? Non, j'ai pas de support Ouais, particulier, non, non. ok, ça marche. Donc, vous allez, Cécile, merci déjà pour votre présence et votre retour d'expérience. Vous allez nous parler d'Hartmann déjà, nous présenter Hartmann pour ceux qui ne connaissent pas, et puis nous expliquer où vous en êtes aujourd'hui justement par rapport à ces mises en place de critères RSE dans les questionnaires, ou en tout cas dans vos pratiques d'achat aujourd'hui et où vous voulez en venir à l'avenir. Merci. Ok. Bonjour à tous. Donc, je me présente, Cécile Dur, donc, catégorie manager chez Hartmann, est arrivée dans la société il y a 9 mois maintenant. J'ai un parcours de plus de 10 ans dans les achats, où j'ai occupé toujours la fonction de Global Category Manager dans diverses industries et dans diverses tailles d'entreprises, où j'ai pu voir justement l'implémentation de la RSE à différents niveaux. Donc Hartmann, Paul Hartmann, c'est un groupe allemand, une société qui fait en quelques chiffres 2,2 milliards de chiffre d'affaires. Nous sommes 8000 employés dans le monde et nous avons comme principal secteur d'activité les dispositifs médicaux. Dispositifs médicaux donc, qui se divisent en 4 principales divisions. La première, c'est la gestion de l'incontinence. La deuxième, c'est le soin des plaies. Donc on fait tout ce qui est pansement traditionnel et pansement technique. Nous avons une division prévention des risques où nous fournissons des kits préassemblés à destination des chirurgiens pour gérer les procédures standards des opérations. Donc voilà, pour telle ou telle opération, ils ont des kits qui sont déjà préfaits avec les outils mis aux bons endroits pour intervenir au bon moment. Et la dernière division plus générale, c'est la gestion des infections. Donc là, on a des produits de désinfection. Voilà, donc on est un groupe dans le dispositif médical, on va dire dans le domaine de la santé, qui nous intéressons, on va dire, depuis quelques années à la RSE, mais pas de manière aussi poussée que ce que j'ai pu le voir dans des groupes qui avaient des tailles bien plus importantes. Aujourd'hui, on est éclaté dans le monde. Donc on a plusieurs, on va dire, filiales. Il y a le groupe qui est en Allemagne et la filiale française, la filiale espagnole, etc. Et en fait, jusqu'à maintenant, au niveau RSE, les filiales ont un petit peu avancé chacune de leur côté en fonction des contraintes réglementaires. Donc, il n'y avait pas forcément, ou il n'y avait pas jusqu'à maintenant une vraie volonté ou un vrai ADN RSE dans le groupe.
Mais voilà, chacun répondant à la réglementation en vigueur. Donc on a vu tout à l'heure quelques petits exemples. Donc la loi Sapin 2, devoir de vigilance et l'obligation de publier un rapport RSE. Voilà. Donc c'est pour l'instant on est plutôt drivé et poussé par la réglementation plutôt que de prendre les choses les choses à bras le corps. Donc, là, en début d'année, le groupe a décidé de rassembler un petit peu toutes les actions locales et de travailler de manière plus globale et de développer, de construire une vraie stratégie RSE. Donc on va dire qu'à ce stade et à ce niveau, on est quand même plutôt au tout début du process, je dirais, en tout cas pour ce qui concerne l'entreprise au niveau global. Et encore une fois, sur le sujet global RSE. Et du coup, bah forcément, dans les achats, idem, donc petites initiatives locales, mais pas encore de politique achat RSE. Puisque la politique achat RSE ne peut découler que de la politique achat globale. Voilà. Si celle-ci est encore en construction. Donc, cette année, le premier pas en achat qui a été fait au niveau du groupe, c'est d'inclure un critère RSE dans l'évaluation de nos fournisseurs. Donc, sujet dont on a parlé longuement aujourd'hui. Et ce qui a été choisi, c'est de demander à nos fournisseurs leur score EcoVadis. Voilà. Donc là, c'est vraiment le tout début. Alors pourquoi EcoVadis? Parce que chez nous, on a identifié que c'est sur du déclaratif, oui, mais au niveau du scope, c'est ce qui correspond le plus, vu qu'on travaille avec des partenaires qui sont basés dans le monde entier. Et puis c'est aussi ce qui est le plus répandu. Donc potentiellement le choix que nos fournisseurs auraient fait déjà. Donc voilà, pour l'instant on demande ce score et c'est uniquement depuis cette année. Ce n'est pas un critère. Aujourd'hui, on n'a pas encore réussi à le mettre en critère de sélection drastique, parce qu'on est aussi sur un secteur, donc dans les dispositifs médicaux, on est sur un secteur où une fois qu'on a construit un produit, une fois qu'on l'a développé, une fois qu'on le fabrique, il devient très compliqué d'en changer la moindre composante. Ça nous demande des tests et des réévaluations qui sont extrêmement coûteuses. Donc, on ne peut pas, si demain on décide de se séparer d'un fournisseur qui n'aurait pas une bonne note EcoVadis, on ne peut pas. Tout simplement, on ne peut pas parce qu'il faudrait qu'on arrête de faire le produit, parce qu'on n'arriverait pas à sourcer exactement le même composant. Donc, on commence tout doucement à inclure ça pour dire à nos fournisseurs que ça devient important pour nous, qu'on aimerait fortement qu'ils aillent vers à minima l'obtention de cette note, parce que tous ne l'ont pas encore aujourd'hui, n'ont pas fait cette démarche. Et dans un second temps, toujours sur la partie évaluation des fournisseurs, dans un second temps, on leur passera le message que dans les attributions des nouveaux marchés, ça peut être un critère. Voilà. Donc, donc ça, c'est un peu l'histoire du mieux-disant, à savoir que voilà, si lors de l'attribution d'un marché, on a deux options avec un fournisseur qui a une note EcoVadis qui est bonne et l'autre qui n'a pas de note EcoVadis du tout, on pourrait attribuer le marché au fournisseur qui a une note EcoVadis. Mais encore une fois, on n'est pas aussi avancé que tout ce qui a été présenté par Laurence. On n'a pas encore aujourd'hui décidé de critères de pondération. On ne communique pas encore de manière si franche auprès de nos fournisseurs parce que nous-mêmes en interne, on est encore en train de décider. Voilà, comme je vous le rappelle, donc on est en train de définir notre politique RSE. Et pour moi, de manière générale, oui, les achats peuvent être moteurs, mais pas décideurs. C'est-à-dire que si l'entreprise doit définir ses critères, doit définir ses priorités. Donc, en fonction des priorités qu'elle aura mis et des risques qu'elle aura identifiés au niveau global, nous, achats, on va pouvoir mettre en place les critères. Voilà. Donc, nous, aujourd'hui, on en est là. On en est à cette communication entre RSE et achat pour voir comment on va pouvoir s'imbriquer et comment on va pouvoir répondre à cette stratégie RSE du groupe et porter au mieux, porter au mieux et supporter au mieux cette stratégie. Voilà. En termes de critères de sélection des produits eux-mêmes, donc pour l'instant, on est aussi, comme beaucoup d'entreprises, soumis au scope 3. Donc ça fait aussi ça fait un bon sujet en interne. Donc là, il y a une réflexion qui est menée sur ce qu'on va demander à nos fournisseurs comme genre d'information, comment on va aborder
quelle méthodologie on va choisir, comment on va aborder la collecte, etc. Voilà. C'est à Merci. peu près pour l'instant tout ce que nous avons en interne. Merci, Après, je tiens à Cécile. dire aussi et à remercier Christelle parce que donc pour justement mettre en place toute cette démarche, on suit le circuit de formation de la CCI et qu'en fait c'est un très bon tremplin aussi pour nous achats pour travailler voilà en lien avec la RSE. Donc on a des contacts très fréquents avec eux à ce sujet-là et et donc, c'est intéressant pour la mise en place de tout ça. Bah, merci beaucoup à Laurence et Cécile. Avant de passer au temps de questions-réponses, je voulais juste donc vous informer du prochain webinaire auquel vous pourrez déjà vous inscrire dès l'issue de ce webinaire. On a parlé, enfin Laurence a parlé, c'est pas moi qui en ai parlé, Laurence a parlé de cartographie des risques. Et ben justement, sur le prochain webinaire qui a lieu dans un petit peu plus d'un mois, l'objectif, ça va être de comprendre et justement d'anticiper ces risques qui sont liés aux achats. Donc effectivement, on va parler à travers des interventions à la fois de l'AFNOR et de l'AFQP, qui est l'association française de la qualité. On parlera de devoir de vigilance, dispositifs anti-corruption et cartographie des risques. Cécile l'a évoqué rapidement, donc ça fait 5 années consécutives que dans le Grand Est sont accompagnées une dizaine d'entreprises par une consultante à travers un parcours qui alterne des phases d'accompagnement individuel et collective où toutes les entreprises se retrouvent pour pouvoir justement monter en compétences et conforter ou mettre en place une politique d'achat responsable. Ce parcours est cofinancé par l'ADEME et la région Grand Est. Jusqu'à cette année, une quarantaine d'entreprises s'étaient déjà engagées donc sur cette voie des achats responsables. 10 nouvelles se sont lancées en 2024, dont du coup Hartmann. Vous pouvez déjà postuler aux besoins pour le parcours 2025. Une autre info en lien avec la RSE, qui est peut-être passé à la trappe pour certains ou pas. Pour tout ce qui est ISO, il y a un amendement en février qui est passé et qui demande aujourd'hui aux organismes de prendre en compte le changement climatique pour tout ce qui est système de management basé du coup sur l'actuelle high level structure. Alors ça concerne une trentaine de normes. Pour la norme qui concerne les achats responsables, elle n'est pas concernée ni celle sur l'ISO 26000 sur la RSE, mais pour autant, vous êtes peut-être 9001, 14001, 45001, 50001. Donc vous allez être impacté. Cet amendement donc qui demande aujourd'hui aux entreprises et organismes de considérer en fait les impacts potentiels des changements climatiques sur leur fonctionnement et sur leur performance. Alors, bien évidemment, ça ne nécessitera pas de vous faire réauditer par rapport aux audits que vous avez déjà passés ou de rééditer un certificat avec une nouvelle date. Les normes seront mises à jour pendant leur prochaine révision, mais les auditeurs vont commencer à vous challenger. Donc, tenez-en compte. Voilà, parce que quand on parle aujourd'hui de décarbonation, on est sur le volet d'atténuation de vos émissions de gaz à effet de serre. Là, à partir de maintenant, l'ISO va prendre en compte l'adaptation, donc comment vos entreprises, vos organismes vont pouvoir s'adapter, mettre en place des choses, ou savoir déjà si vous êtes impacté en fait par les changements climatiques qui sont déjà présents aujourd'hui dans le monde entier. Si vous ne savez pas comment vous y prendre et que vous avez besoin d'aide, on est en capacité au niveau de la CCI Grand Est de vous accompagner par l'intermédiaire donc d'une visite climat qui va vous permettre en fait de comprendre comment vous êtes climato-sensible et de pouvoir justement sécuriser votre activité. Vous bénéficierez de projections climatiques jusqu'à 2100 si vous le souhaitez, mais bon, on part déjà sur 2030 et 2050, ce sera déjà pas mal. Et de bénéficier aussi d'un plan d'action qui va vous permettre justement de vous adapter au mieux déjà à court et moyen terme. Et cette visite, elle est intégralement prise en charge par nos partenaires financiers que sont l'ADEME et la région Grand Est. Voilà, c'est un petit focus RSE. Et on va passer maintenant donc au temps de questions-réponses. Qui du coup sont peut-être plus orientés à Laurence. Aujourd'hui, et ça c'est vrai, il existe pléthore de labels
de labels, de certifications. Enfin voilà, il y a en France, enfin je sais pas si c'est dans le monde, mais en tout cas en France, on est déjà des champions là-dessus. Comment puis-je savoir si un label est efficace? Oui, oui, il y a énormément en fait de labels qui existent. Moi, je pense qu'il faut, voilà, faut regarder. Il y a des labels qui sont reconnus par des organismes tiers, et je pense qu'il faut s'orienter vers ces labels-là. Cécile parlait d'EcoVadis, il y a des labels RSE qui sont par l'AFNOR. Bon, voilà, donc il faut réussir. Il y a des labels qui sont reconnus par des organismes tiers, donc il faut les identifier. Il y a des labels qui sont autoproclamés par des entreprises elles-mêmes ou par des secteurs d'activité qui ne sont pas forcément reconnus. Donc c'est vraiment voilà, de faire de la veille par rapport à tous ces éléments-là et de croiser. Et en fonction des secteurs d'activité aussi. Oui, merci. Et d'ailleurs, il y a l'ADEME qui en avait étudié, je sais plus, ça doit remonter à 2, 3 ans, qui en a étudié plus d'une centaine, je crois, et vous pouvez trouver sur leur site les labels qu'ils ont considérés après étude comme les plus, oui, les plus pertinents, ceux qui vont en fait le plus loin et qui justifient justement le label. Autre question, est-ce que si on commence sa démarche, c'est mieux de se focaliser sur un type de critère, genre social, environnemental, ou est-ce qu'on part un petit peu tout azimut sur toutes les questions? Moi, je partirais plutôt en fait en fonction, enfin, pour moi, c'est en fonction du segment d'achat, parce que ça va être beaucoup plus facile d'impliquer vos fournisseurs à répondre en fait à ces critères parce qu'ils se sentent concernés. On l'a vu que par exemple, pour une entreprise de nettoyage, vos critères vont pas être les mêmes. Donc, personnellement, moi, je balaye en fait les 3 angles, le volet social, environnemental, économique et les différents enjeux. Et je mets des questions sur chacun des critères, mais qui soient vraiment en lien avec l'activité, le secteur d'activité, le domaine d'achat. Interroger un fournisseur qui fait du conseil, une prestation de conseil avec des critères sur les horaires, enfin les horaires de travail ou les fabrications, ça n'a pas de sens. Ou le côté environnemental, alors le côté environnemental, on va le retrouver, mais sur les modes de déplacement. Si vous posez des questions qui n'ont absolument pas de lien avec le secteur d'activité ou la prestation ou le produit qui est fabriqué, vos fournisseurs, en fait, ne vont pas se sentir engagés. Ils vont considérer que ce sont des démarches globales. Alors, bien évidemment, on va avoir des critères généraux comme, par exemple, les chartes, les labels, etc., ou quels sont les engagements en matière de politique RSE. Est-ce qu'il y a des politiques RSE? Donc, il y a des typologies de critères qui vont être globaux, qui s'adressent à tout type d'activité. Mais ensuite, c'est vraiment de cibler par rapport au secteur d'activité et en particulier par rapport aux risques et par rapport à vos propres enjeux. Si vous êtes dans une démarche qui est vraiment orientée environnementale, à ce moment-là, peut-être plus de critères typés environnementaux. Ou si vous avez un angle social, à ce moment-là, vous avez des critères et des enjeux qui sont beaucoup plus orientés sur des indicateurs sociaux. Et c'est une démarche d'amélioration, donc il faut y aller progressivement. Donc je comprends tout à fait Cécile qui dit, on démarre, on est au préalable, donc on a pour l'instant un seul critère. Oui, allez pas monter une usine à gaz si aujourd'hui vous en êtes au démarrage. Donc il faut y aller progressivement. Et puis parce qu'encore, il va falloir engager tout le monde dans cette démarche. Il va falloir engager vos parties internes et vos fournisseurs dans cette démarche. Donc, allez-y progressivement. On commence par mettre quelques critères qui sont d'abord à titre informatif pour permettre en fait de prendre la mesure. Et puis au fur et à mesure, on va mettre des critères obligatoires et on va annoncer, ben voilà, la note minimum c'est tant, le critère il doit être rempli et au fur et à mesure. Mais vous allez embarquer avec vous vos équipes. Et c'est comme ça, on est sur des phases de changement, donc il faut embarquer tout le monde. Donc il faut y aller progressivement et au fur et à mesure cibler en fonction de la maturité de votre marché, vos fournisseurs et vos enjeux. Oui. Et on a un peu répondu là à la question suivante, que ce soit au niveau des critères de sélection ou des questions, il faut donc que nous fonctionnions par famille d'achat. On vient d'y répondre. Moi, il me semble que c'est beaucoup plus pertinent. Voilà.
Avez-vous des exemples de questions pour vérifier que nos achats soient plus vertueux que d'autres? Alors bon, ça va peut-être dépendre aussi Alors, bah, du la question, pas plus c'est d'infos sur le produit. oui, et puis qu'est-ce qu'on met derrière vertueux? Qu'est-ce Ouais, que vous mettez derrière peut-être vertueux? environnementalement parlant, je sais pas. Est-ce Enfin que bon, moi, c'est c'est ce que je mets. Moi, c'est ce que je mets derrière vertueux. ben, vertueux, oui, mais ça pourrait très bien Mais être bon. dans quelles conditions sont fabriqués les produits, quel est, si on prend si on revient sur l'exemple de la prestation de ménage, c'est quelles sont les conditions de travail des collaborateurs, comment est géré le temps partiel, comment est-ce qu'ils ont des trousses de soins s'ils se blessent. Donc on va avoir un côté sur le travail, les prestations de nettoyage, on a un côté social qui est important. Donc, à ce moment-là, le côté un achat vertueux sur une prestation de nettoyage, on va avoir un côté, bon, tous ces aspects-là vont être plus importants. En tout cas, moi, c'est ma vision. Oui, oui. Merci. Je me base sur l'auto-évaluation RSE pour évaluer nos fournisseurs, mais le plus dur est d'avoir des retours des fournisseurs et ensuite avoir des plans d'action correctifs. Comment puis-je procéder? Ben, avoir des réponses des fournisseurs, ben, pour ça, il faut leur expliquer pourquoi cette démarche, dans quel cadre vous fonctionnez, et encore une fois, d'avoir des critères qui leur parlent. Si vous parlez impact carbone, par exemple, ou scope 3 à une entreprise de nettoyage, ça ne va peut-être pas forcément lui parler. Par contre, un fabricant de machines, oui, ça va lui parler. Ou sur un segment d'achat où vous avez du transport qui est important, là, ça va parler au fournisseur. Et donc, il va se sentir engagé, il va se sentir impliqué, en fait, dans cette démarche. Donc, pour moi, je serais tentée de dire, c'est comme quand vous faites des questionnaires en interne, alors qui n'a rien à voir avec les achats ou des choses comme ça, mais quand vous faites des questionnaires auprès de vos collaborateurs en entreprise, les gens y répondent. Pourquoi ils répondent ou pourquoi ils ne répondent pas? Parce qu'ils répondent parce qu'ils se sentent impliqués par le sujet, ils se sentent concernés par la question qui est posée. Donc, pour que les fournisseurs répondent, il faut qu'ils soient concernés et impliqués par les questions qui sont posées. Donc, il faut que ce soit en lien. Et ensuite, par rapport à ces éléments-là, soit c'est rédhibitoire, pas rédhibitoire. Et puis, on peut très bien dire, non, c'est pas rédhibitoire. On est sur la première marche de cette progression. Et donc, c'est quel plan d'action le fournisseur et comment on va construire le plan d'action avec le fournisseur pour qu'il puisse avancer et s'améliorer. Parce que vous pouvez très bien être dans une démarche de dire, en fait, moi, je suis satisfait de ce fournisseur. Comme le disait Cécile, quelquefois, on est dans des relations client-fournisseur où on ne peut pas changer aussi facilement de fournisseur que ça. Donc, la question, c'est comment on va avancer ensemble pour faire en sorte qu'on atteigne en fait ces objectifs qui sont communs. Et voilà, et le fournisseur aussi, il va avoir intérêt. On est vraiment sur une relation partagée avec le fournisseur, et donc c'est comment on avance ensemble. Voilà, c'est pas forcément de sortir un fournisseur pour ça. Enfin, Là, ça me fait une super transition avec la question d'après. Comment intégrer une politique RSE sur un segment pour lequel un fournisseur est hégémonique, incontournable? C'est exactement ça. Il y a certains fournisseurs où on n'aura pas le choix. et oui, certains fournisseurs. Alors bon, je reste quand même un peu persuadée qu'il y a une veille quand même à faire, hein, à aller sourcer. Quelquefois, on l'oublie en fait dans notre fonction achat. On n'a pas toujours le temps en fait de passer de faire de la veille, de marché, de produits, etc. Et puis ensuite, hégémonique, mais c'est quelquefois aussi en interne qu'on ne veut pas changer. Hein. Beaucoup de critères ou d'utilisateurs ou de prescripteurs disent non, non, mais en fait, on le connaît, on travaille bien avec lui, donc aller changer et trouver un nouveau fournisseur, c'est quelquefois compliqué. Et c'est là où va arriver aussi le volet coût global. Parce que tout compte fait, aller changer de fournisseur, ça a quand même un certain coût. On va peut-être être amené à changer du process. Et au bout du bout, pour avoir négocié peut-être un prix d'achat un peu plus bas, mais vous allez avoir un coût d'intégration de ce fournisseur qui va être important. Et c'est là où arrive en fait aussi cette démarche et ce volet économique sur les achats responsables, c'est tout compte fait quel est le coût d'investissement, quel est le coût d'intégration de ce nouveau fournisseur par rapport à mes équipes en place. Donc c'est à voir et c'est là tout le partage et cette démarche d'achat responsable, c'est vraiment une démarche qui doit être partagée, qui doit être portée en fait par l'entreprise, par les prescripteurs en interne, par la direction. C'est pour ça qu'il y a des sujets de gouvernance quand même.
et d'embarquer tout le monde en fait dans cette démarche. C'est-à-dire que le choix du fournisseur, c'est pas qu'un choix de l'acheteur. Voilà. L'acheteur, c'est une fonction qui va être au service en fait de la performance de l'entreprise et on doit avoir cette vision globale de cette performance. Et donc, oui, embarquer les fournisseurs et embarquer vos équipes internes. Et peut-être, voilà, on commence à dépasser. Peut-être une dernière question. Peut-on choisir nos critères d'évaluation parmi les données CSRD? Oui, on peut, encore une fois, pour moi, ce qui me semble important dans les critères que vous allez choisir, c'est que ce soit en lien avec votre stratégie et vos enjeux. Et voilà, et qu'est-ce que vous cherchez à atteindre? Quel risque vous cherchez à couvrir? Quelle est votre stratégie? Bien sûr, votre stratégie achat, mais qui s'appuie sur votre stratégie d'entreprise. Et donc, associé à ça, on va aller chercher les critères qui vont être pertinents. Eh bien, merci. Merci Laurence, merci Cécile, merci à tous pour votre attention et votre participation active pendant les sondages. Et en mode participation active, je vous demanderai si vous le voulez bien de prendre encore 1 ou 2 minutes pour pouvoir répondre au questionnaire qui s'affichera quand vous allez vous déconnecter pour qu'on puisse vous proposer des sujets pour des futurs webinaires en fin d'année ou même sur l'année 2025. N'hésitez pas à mettre tous les sujets en lien avec les achats responsables qui vous passent par la tête. Et puis je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée. À bientôt, certainement dans un mois pour beaucoup d'entre vous, pour le prochain webinaire. Et puis, belle journée encore à toutes et tous. Merci. Merci Merci. beaucoup. Bonne Merci journée. Christelle. Bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir.